Bonjour, bienvenue dans ces quelques moments consacrés à la pêche à l'information. Dans le fil de ce que j'ai vu, je ne suis pas un passionné, mais enfin je m'intéresse un petit peu à ce que les gens disent ou ce qu'il se passe. J'ai trouvé peut-être trois objets de réflexion aujourd'hui qui m'ont fait réfléchir et je voudrais vous soumettre ces quelques réflexions. Le premier sujet, c'est l'interview de M. Valls, notre Premier ministre, dans le Nouvel Observateur qui s'appelle l'Obs maintenant. Et dans cette interview, il y a deux mots qui m'ont intéressé quand il parle de gauche passéiste. Alors on voit bien ce que ça veut dire. Il y aurait une gauche qui ne serait pas la sienne, parce que lui, vraiment, c'est une gauche du présent et de l'avenir, et qui serait passéiste, c'est-à-dire qu'elle serait inadéquate au temps présent, et que c'est avec celle-là qu'il faut en finir. C'est très intéressant de la part de M. Valls de prononcer ces deux mots-là. Pourquoi ? Parce que son idéologie, en tous les cas la manifestation qu'il en fait dans ses discours et dans la politique qu'il suit, sont bien plus passéistes encore, puisqu'il s'appuie sur les deux fondateurs de l'idéologie économique dominante aujourd'hui, qui est d'abord évidemment Adam Smith, et son livre majeur qui était les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui est sorti en 1776. Donc fin du XVIIIe siècle, et un autre monsieur, que j'appellerais le trader, parce que c'était son métier, David Ricardo, qui était économiste, en tous les cas qui est devenu économiste parce qu'il a écrit, et qui a sorti son livre qui a inspiré la totalité, en tout cas une grande partie de la réflexion économique contemporaine et qu'on met en œuvre aujourd'hui, qui s'appelait, ce livre-là, son titre était « Le principe de l'économie politique et de l'impôt ». Et ce livre est sorti en 1817, donc au début du XIXe siècle. C'est intéressant de penser qu'un monsieur Valls, qui donc inspiré consciemment ou non par ces deux auteurs qui ont accouché dans la pratique de l'idée, qui ont accouché de ce que j'appellerais moi une féodalité industrielle au début du XIXe siècle, soit l'inspirateur d'un monsieur qui pense qu'il y aurait une gauche passéiste. Alors quand il parle de gauche passéiste, on pourrait penser que cette gauche passéiste serait la critique sociale qui a eu lieu à partir de la moitié du XIXe siècle, et qui s'est bien entendu opposé et qui a créé une alternative, en tous les cas exprimé une alternative à ce que j'ai appelé tout à l'heure la féodalité industrielle du début du XIXe siècle. Et donc la critique sociale serait probablement pour M. Valls passéiste. Considérant ce qu'il inspire, je comprends qu'il puisse parler de passéisme avec expertise, puisqu'il pratique cet exercice. Mais aussi, ça nous indique l'avenir finalement promis par ce monsieur, sans qu'il nous le dise expressément, probablement parce qu'il a oublié d'où venait l'idée qui n'est pas la sienne évidemment, mais il a oublié l'idée qu'il est en train de véhiculer et qui a abouti à ce début du XIXe siècle qui fut un début de siècle épouvantable pour la majorité des populations, entre l'industrialisation forcenée et l'exploitation également forcenée du travail des hommes, des enfants et des femmes. Il est clair que la source d'inspiration est bonne, mais ce qui pourrait nous interroger, c'est puisque cette source d'inspiration paraît satisfaisante et que le reste serait passéiste, la critique sociale serait passéiste, c'est intéressant d'envisager l'avenir comme une sorte de retour en arrière au début du XIXe siècle, ce qui voudrait donc dire que le modernisme serait un archaïsme. Donc voilà, je vous laisse à cette réflexion, elle m'a intéressé quand j'ai entendu ce mot gauche passéiste, et donc je voulais vous la livrer. Il y a une deuxième chose qui m'a, alors un peu plus complexe entre guillemets, mais qui m'a intéressé, et je l'ai trouvé ça dans Mediapart. La critique d'un livre d'un monsieur qui s'appelle David Schuller, non, c'est pas David Schuller, excusez-moi, c'est un monsieur qui s'appelle David Stockler, et un autre qui s'appelle Sanyé Basu. Alors j'ai cherché qui étaient ces deux personnages. David Stockler est un économiste, je crois qu'il enseigne à Oxford. Et Sanja Basu, B-A-S-U, il est médecin, il est professeur de médecine, et il est professeur de médecine dans une faculté américaine dont le nom m'échappe à l'instant. Ils ont écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Quand l'austérité tue ».
Alors évidemment, ils ont attaqué le biais de l'ouvrage, de l'essai, évidemment, c'est par le biais de la santé. Alors que l'austérité tue, il suffit effectivement de regarder auprès de la Grèce ce que c'est et d'avoir une preuve évidente de ça. Mais c'est pas tellement le sujet que je voulais retenir dans ce livre qui est probablement qu'il faudrait que j'en fasse un. Je l'intègre dans la rubrique du livre du mois. Mais il y a une chose qui m'a paru très intéressante dans la critique qui a été faite de ce livre, c'est une sorte d'un apport théorique, me semble-t-il, assez fondamental, qui consiste enfin qui se nomme plutôt le multiplicateur budgétaire. Alors je ne vais pas me lancer dans des choses complexes parce que je serais bien moi-même incapable de les maîtriser, mais puisque j'ai compris, je vous fais part de ma compréhension et puis je vous la livre. Alors le multiplicateur budgétaire, je vais lire mes notes parce que c'est jamais simple pour moi ça, c'est un coefficient qui évalue l'efficacité d'une dépense publique sur l'accroissement ou la contraction du revenu national. En d'autres termes, si je mets 1 euro, si le pouvoir public, si la dépense publique pardon, est de 1 euro, si cet euro investi donne 1,5 euro, vous l'avez compris, on accroît la dépense publique, on accroît le revenu national, et si au contraire la dépense publique met 1 euro et qu'elle obtient un demi-euro, 0,5 euros, alors il y a une contraction du revenu national. Première donnée que je vous donne dans ce livre, donc fait par ces deux chercheurs, ces deux professeurs, entre 1995 et 2007, le multiplicateur est de 1,61. En d'autres termes, les dépenses publiques engagées par un pays a un coefficient multiplicateur de 1,61. Je mets 1 euro, j'obtiens 1,61 euros supplémentaires, ce qui veut dire donc que j'accrois le revenu national. Et ils ont fait une sorte d'échelle ou d'analyse ou d'étude sur les multiplicateurs les plus forts, et puis et donc les dépenses publiques les plus efficaces, et les dépenses publiques les moins efficaces, c'est-à-dire les effets multiplicateurs ou le multiplicateur budgétaire les plus faibles. Je vais vous donner les 3 domaines dans lesquels les multiplicateurs les plus forts rendent compte de l'efficacité du système. Dans la protection sociale, l'effet multiplicateur est de 2,81. Dans la santé, l'effet multiplicateur est de 4,3. Et enfin, dans l'éducation, l'effet multiplicateur est de 8,39. A l'inverse, les dépenses publiques qui ont le moins d'efficacité, dont l'effet multiplicateur est donc le moindre, la défense, et là l'effet multiplicateur est négatif puisqu'il est de moins 9,83. En d'autres termes, quand on engage 1 euro dans la dépense, on perd 9,83 € de la richesse nationale, de revenu national. Et puis il y a un autre domaine dans lequel l'effet multiplicateur est extrêmement peu, enfin en tous les cas montre une inefficacité ou peu d'efficacité, c'est dans l'aide aux banques et aux industries, puisque le multiplicateur budgétaire est de 0,06. En d'autres termes, si je mets 1 euro, eh bien, je ne récolte que 0,06. Alors évidemment, tout ça est expliqué en détail dans le livre, et on comprend effectivement pourquoi, quand on donne de l'argent aux banques et aux industries, ça ne revient pas dans le circuit, ça s'évade dans les paradis fiscaux, ça s'évade dans des délocalisations, ça s'évade un peu partout, vous l'avez compris, dans la rémunération du capital. Ça ne revient pas évidemment en totalité dans le circuit. Donc je pense que... Alors je ne suis pas un spécialiste évidemment, donc je prends les chiffres et je vous les donne. Apparemment, j'attendrai une contestation si ces chiffres sont contestables avec l'argumentation voulue, mais il ne m'a pas paru inintéressant de battre, en tous les cas, de casser, j'allais dire, les préjugés par rapport à ce que c'est qu'une dépense publique. Et aujourd'hui, Dieu sait si on en parle, comme si une dépense n'amenait pas de recettes, comme si une dépense publique n'amenait pas de revenu national. Alors certes, il y en a qui n'en amènent pas, voire pire, il y en a qui contractent largement le revenu national, et d'autres qui en amènent, et je vais vous en donner quelques exemples. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez ça dans le livre de David Stuckler et de Sanjay Basu. Sanjay, ça s'écrit S-A-N-J-A-Y, plus loin, Basu, B-A-S-U, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et le titre du livre, c'est « Quand l'austérité tue ». Et puis j'ai un troisième point à aborder avec vous, très rapidement, parce qu'il m'a paru intéressant. Il y a un cabinet d'études qui s'appelle Roland Berger, le nom de ce cabinet, et qui a dit la chose suivante, il faut toujours se méfier des prospectives, bien entendu, parce que les choses ne sont jamais égales par ailleurs.
Et que donc, mais c'est jamais inintéressant non plus de s'y intéresser et de regarder comment on voit les choses demain. Eh bien, ce cabinet dit que d'ici à 2025, 20% des tâches que les hommes accomplissent dans le travail qu'ils font seront automatisées. En d'autres termes, pour le convertir autrement et dans les effets qui pourraient apparaître négatifs, ça va supprimer à peu près 3 millions d'emplois d'ici à 2025. C'est tout à fait intéressant parce que dans le fond, si nous voulons robotiser les choses, c'est pour que nous ayons moins à travailler. Et donc si nous avons moins à travailler et que les machines fassent le travail à notre place, ce que pour une grande partie du travail que nous faisons les uns et les autres, ça ne serait pas dommageable pour nous, parce que le travail est des fois et souvent même très peu intéressant, eh bien ça nous permettrait d'alléger la charge de travail qu'on doit fournir tous les jours pour produire des biens et des services. Alors, si on peut voir les 3 millions d'emplois supprimés comme une catastrophe, évidemment, mais on peut voir aussi la chose suivante, c'est que puisque ces 3 millions d'emplois sont supprimés, ça veut dire que ces personnes touchées pourront avoir du temps libre et que ne pourront pas rechercher d'emploi. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les tâches sont automatisées. Donc ça pose la question de savoir, que va-t-on faire? Comment allons-nous vivre maintenant, puisqu'on a délégué une partie de nos tâches à des machines? Et donc comment financer ce temps libre, collectivement? Eh bien, je n'ai pas de réponse, évidemment, je ne suis pas un économiste, mais il me semble que taxer les machines serait pas mal, puisque dans le fond, elles remplacent des individus, et que cette taxation pourrait permettre aux individus de travailler moins, et donc d'avoir un peu plus de temps pour vivre leur vie, pour s'intéresser à autre chose que leur métier, quelquefois des métiers qui ne sont pas glorieux, et qui ne développent absolument pas, et qui n'épanouissent absolument pas, et je me demande si ça ne serait pas le début de la fin du travail, c'est-à-dire le début de l'oisiveté, considérant que l'oisiveté est mère de toutes les vertus. Voilà, pour ces trois petites choses de l'actualité de l'information qui m'ont donné à réfléchir, et je vous laisse avec ces réflexions. À très bientôt pour une prochaine fois, et une prochaine pêche. Au revoir.